Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de Nieta TV et vous avez raison de choisir Nieta pour vous informer. Voici les titres. Le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, appelle Madame Florence Parly, ministre des Armées françaises, au respect du principe élémentaire de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Des résultats rassurants dans la lutte contre les forces terroristes à Yono par les femmes. Au Burkina Faso, la classe politique se dit disponible au dialogue. Comme on annonçait dans les titres, le porte-parole du gouvernement du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, a répondu sèchement à la ministre des Armées française Florence Parly, qui avait accusé les autorités de la transition de provocation après qu'elle ait demandé le départ des forces spéciales danoises du Mali. Le Mali aujourd'hui tient au respect de sa souveraineté. Nous invitons également Mme Parly à plus de retenir et à respecter également le principe élémentaire de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État, un principe élémentaire des relations internationales. Suivant l'intervention du ministre Abdoulaye Maïga. Vous savez, nous avons été surpris ces derniers temps d'entendre, je pense qu'il faut le clarifier, une fausse accusation de la part du ministre, de Madame le ministre des Armées, Madame Florence Parly, française, de l'armée française, accusant les autorités maliennes de faire de la provocation. Je pense qu'il est très important, en tout cas, de rappeler que le Mali aujourd'hui tient au respect de sa souveraineté. Et nous invitons également Mme Parly à plus de retenue. Plus de retenue. Également à respecter le principe élémentaire, vous savez, de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. C'est le principe élémentaire des relations internationales. Et nous l'invitons également, c'est un conseil, à faire sienne, vous savez, cette phrase de Alfred de Vigny sur la grandeur du silence. En tout cas, nous, culturellement, on ne parle pas beaucoup. C'est par éducation et compte tenu de notre très bonne culture. Nous ne ferons pas d'affirmations gratuites, mais je pense qu'il est très important d'adresser 4 interrogations à Mme Parly. La première interrogation, lorsqu'un État décide de soutenir un autre État, qui décide unilatéralement de déployer des forces spéciales sur notre territoire national, il est important de se poser la question de savoir qui est dans la provocation. La deuxième question, c'est lorsqu'un aéronef viole notre espace aérien, éteint son transpondeur pour ne pas être identifié, et coupe la radio pour ne pas être en contact avec les opérateurs de contrôle, on se pose la question qui est dans la provocation. Troisième interrogation, lorsqu'on divise les Maliens en pour ou contre la transition, on se demande qui est dans la provocation. Dernière interrogation, lorsqu'on tente désespérément d'isoler le Mali, en instrumentalisant les organisations sous-régionales, on se demande enfin qui est dans la provocation. Soit dit en passant, vous savez, le problème qui nous oppose en tant que Maliens ne regarde que les Maliens, ça ne regarde pas un autre pays. Et notre souhait, en tout cas c'est la vision du chef de l'État, grâce à nos liens sociaux et familiaux, je pense que nous allons très rapidement régler nos problèmes. Et je voudrais ici féliciter l'ensemble de la classe politique malienne, la société civile, les différents mouvements pour leur patriotisme, quel que soit leur avis, divergent ou convergent sur la transition. En tout cas, nous sommes entre Maliens, encore une fois, conformément à la vision du chef de l'État, nous allons trouver une solution de manière consensuelle. Un autre point, soit dit en passant, le problème entre le Mali et les organisations régionales ne concerne que les Africains. Vous savez, ayant en partage l'histoire et la géographie.
Avant de terminer, je voudrais ici insister sur le fait que le Mali tient à la paix et la sécurité internationale et surtout à la coexistence pacifique entre les États. Nous ne sommes pas un peuple violent ni belliqueux. Et enfin, nous tenons également au respect de notre État et de notre dignité en tant que peuple ayant une riche histoire et surtout issu de très grandes civilisations. Merci beaucoup. Vendredi 29 janvier 2016, samedi 29 janvier 2022, nous rappelle à la date de disparition de notre confrère du journal Le Sphinx Birama Touré. Il est demandé à la justice malienne de prendre ses responsabilités afin de jeter un faisceau de lumière sur l'enlèvement, la séquestration, la torture et la mort de Birama Touré. Suivons les commentaires. Voilà 6 ans, jour pour jour, que notre collègue et confrère Birama Touré a disparu. Une disparition qui, sous la pression du régime défunt, a été qualifiée par les enquêteurs de la section des investigations judiciaires de la gendarmerie du camp 1 de disparition volontaire. Birama, selon les Pandores, aurait disparu parce qu'il était confronté à des difficultés financières. Cette conclusion absurde et honteuse a été motivée par des choses. L'implication dans cette sordide affaire de Karim Keïta, le fils du président de la République d'alors, fait Ibrahim Boubacar Keïta, mais aussi celle de plusieurs de leurs collègues cités dans l'affaire et qui ont pris part à l'arrestation, la séquestration, l'interrogation musclée, la torture ayant entraîné la mort de Birama Touré. Tous ont, sans exception, travaillé à un moment ou à un autre au camp 1 avant de joindre la révulsante engéance qui sévissait à la sécurité d'État. Dès la disparition de Birama Touré, une information judiciaire a été ouverte suite à la demande express de notre DIRPUD auprès du ministère de l'Information et de la Communication d'alors, Choguel Kokala Maïga. Des plaintes ont été ensuite introduites. La première par un oncle de Birama et la deuxième un peu plus tard par sa fiancée qu'il devait épouser le 15 février du mois suivant sa disparition. L'affaire aura connu aujourd'hui 4 juges d'instruction, dont les plus pignants sont Oumar Diarra, qui avait demandé l'audition de Karim Keïta, et surtout le juge Ishaka Maïga et son procureur Idrissa Touré qui, il faut leur concéder, ont eu le courage de lancer un mandat d'arrêt international contre Karim Keïta et de mettre sous mandat de dépôt le général Moussa Traoré, puis certains journalistes et le colonel Maïga, tous deux payés pour amuser la galerie et nier le passage même de Birama Touré dans les sinistres géoles de la sécurité d'État où sont morts plusieurs détenus. Malheureusement, après ce coup de tonnerre, ces deux derniers seront mis sous contrôle judiciaire puis libérés. Et depuis, l'affaire semble s'affaisser comme un soufflet, provoquant dans l'opinion nationale et internationale un certain doute et dans le milieu de presse surtout international. Beaucoup d'interrogations, car dans cette affaire de disparition forcée, tout élément constitutif de buse ont été réunis grâce à la pugnacité de notre DIRPO aujourd'hui en exil, mais aussi grâce au courage de certains confrères comme Isiaka Sidibé du journal Le Matinal, Boubacar Yalkouye du journal Le Pays, BS de la Sentinelle et tant d'autres qui nous ont laissés en plein vol, comme le dirait l'actuel PM malien, à cause de la puissance d'argent déployé par les meurtriers de Birama Touré. En qui nous concerne, nous ne lâcherons jamais l'affaire. Nous avons fait la promesse de jeter un faisceau de lumière sur l'enlèvement, la séquestration, la torture et la mort de Birama Touré. Et nous avons tapé dans le mille. Malgré les mensonges, les pressions, les choses trappent, nous demandons à la justice malienne de prendre enfin ses responsabilités, toutes ses responsabilités, qu'elle joue sa partition jusqu'au bout. Elle se doit redorer son blason qui continue à pâlir chaque davantage. Qu'à la face la lumière sur ce fait audio qui a fait disparaître notre confrère Birama Touré. Pour soutenir le Mali contre les sanctions de la CEDEAO, le mouvement Nous Langue a organisé un sitting à la place de la Nation ce vendredi 28 janvier 2022 au Sénégal à Dakar, une occasion pour la jeunesse malienne vivant au Sénégal de se prononcer sur les sanctions fomentées contre leur pays d'origine, le Mali. Écoutons l'un des leaders sénégalais.
n'arrivent pas à vivre aujourd'hui, qu'à étrangler au même titre que les Maliens. Ça ne peut plus durer, ça ne peut plus continuer. Nous donnons un ultimatum au président Macky Sall. Il faut réfléchir à des campagnes de boycott. Il faut réfléchir à des manifestations devant les ambassades de France, devant les bases militaires françaises, ici au Sénégal et ailleurs. S'ils osent toucher à un seul cheveu des Maliens, la CEDEAO a dit qu'il y a une force Homa en attente, etc. Nous les mettons en garde. Nous, jeunesse africaine, nous, jeunesse d'Afrique de l'Ouest et de la CEDEAO, nous devons dire à nos présidents, si jamais la CEDEAO bombarde le Mali, vous ne passerez pas la nuit dans vos palais présidentiels. Nous devons le leur dire clairement. Macky Sall, si jamais tu participes à une entreprise de bombardement du Mali pour les intérêts français, tu ne passeras pas la nuit au Sénégal. Ouattara la même chose, Patrice Talon la même chose, et les autres la même chose. Dans le cadre de l'opération Coup de pied dans la foule millière, les forces de sécurité de police, garde nationale et gendarmerie ont effectué une patrouille de grande envergure mardi 25 janvier 2022 à travers les quartiers de la commune 1 du district de Bamako et quelques localités périphériques. Une descente qui a permis d'interpeller 85 individus, dont 20 femmes, et d'effectuer la saisie de 72 engins, dont 6 et 4 roues. Amadou Nyambele nous donne plus de détails. C'est le directeur de la sécurité publique, le contrôleur général Elhaji Youssouf Maïga, qui a procédé au lancement de cette vaste opération. C'était en présence du directeur régional du district de Bamako, le contrôleur général Seydou Diara et le commissaire du 6e arrondissement. Le commissaire divisionnaire Omar Dambélé et les responsables du commissariat du 12e, 16e et 17e arrondissement. Ils étaient 200 éléments de forces de sécurité mobilisés pour débusquer les individus dans les nids criminogènes. Au cours de cette descente, les forces de l'ordre ont sillonné Konyumani, Babouyabougou, Bankoni, Zegene Korobougou, les alentours du cimetière de Nafadji et l'école publique de Fadjigila. À cela s'ajoutent certains bars de la commune, notamment Kassa, Nivalafep et Afrikando. À l'issue de cette opération étalée de 21h à minuit, les forces de sécurité ont appréhendé 85 individus, parmi lesquels 20 femmes, et effectuent la saisie de 72 engins, dont 6 voitures. Cette moisson a aussi comporté des comprimés et des boules de chanvre indien. À cela s'ajoute l'interpellation de 2 voleurs de moto et 3 voleurs de téléphone recherchés par les limiers. Selon une source sécuritaire, les personnes interpellées au cours de l'opération Coup de pied dans la fourmilière ont été mises à la disposition du commissariat du 6e arrondissement. Quant aux engins saisis, ils seront rendus à leurs propriétaires à condition qu'ils se présentent munis de pièces justificatives. Il convient de rappeler que l'opération Coup de pied dans la fourmilière, lancée fin 2021, se poursuivra suivant la volonté des autorités en charge de la sécurité. L'armée malienne a toujours su se montrer à la hauteur des tâches qui lui sont confiées, à savoir la protection des personnes et leurs biens ainsi que la défense du territoire national. Aujourd'hui, les forces armées du Mali, FAMA, avec le soutien des autorités de la transition, sont en train d'engager les résultats satisfaisants dans la lutte contre les forces terroristes dans le cercle de Nioro et Avirona. Amadou Niambele. Dans le cercle de Nyono, les groupes armés terroristes se sont livrés à des tueries, des braquages, des enlèvements de personnes et de bétail, des incendies de récolte et de matériel agricole. Ils avaient assiégé le village de Farabougou et empêché les paysans à accéder à leurs champs dans leur localité. Ce dernier temps, les femmes sont en train de mener des patrouilles permanentes dans le cercle de Nyono, toute chose qui a contribué à améliorer la situation sécuritaire
intérieure dans la zone. Selon un responsable des forces de défense et de sécurité, les attaques terroristes ont considérablement diminué ces derniers mois. Le même constat a été fait par un élu de la commune rurale de Dokofri. Selon lui, la foire hebdomadaire qui ne s'y tenait pas à cause des groupes terroristes est aujourd'hui bien animée dans la commune rurale de Mariko. Les attaques ont également diminué, mais les villages de Faba Nyechela et Fabakoro sont toujours assiégés par les terroristes. Dans ces villages, les populations sont à bout de souffle car elles manquent de nourriture et de médicaments. Dans la commune rurale de Tori Dakako, la situation n'a pas évolué et les populations sont toujours sous l'emprise des terroristes, a témoigné un habitant de la commune. Dans la commune rurale de Sirifila Bundi, Pogo, Siribala et la commune urbaine de Nyono, les attaques terroristes ont presque cessé et les populations vaguent librement à leurs occupations. Place maintenant à l'actualité internationale avec Ousmou Yatara. La vie suit son cours dans la capitale burkinabé et une normalisation s'est fait également sentir du côté des partis politiques. Au lendemain de l'allocution du lieutenant-colonel Paul Harry Sadogo Damiba, promettant notamment de consulter les forces vives de la nation pour établir une feuille de route et donc vraisemblablement une transition. Les partis politiques se disent disponibles. Au parti de Blaise Compaoré est resté 27 ans au pouvoir entre deux putschs. On affirme avoir prévenu la CEDEAO et l'ONU dès novembre qu'un changement brutal de régime risquait fort de survenir au Burkina Faso. La CEDEAO a donc beau jouer les médecins après la mort, estime Boubacar Sanou, vice-président du CDP, qui attend désormais aller de l'avant et participer à la future transition. Du côté du parti du président Roch Marc Christian Kaboré, on condamne le putsch, évidemment, mais surtout pour la forme. Pas question en effet de rester en retrait du processus, indique la Sénéo Sawadogo, secrétaire exécutif du MPP. La Russie et la France sont tombés d'accord ce vendredi sur la nécessité d'une désescalade des tensions avec l'Ukraine. Emmanuel Macron a échangé avec son homologue Poutine avant de discuter avec le président ukrainien. Une crise prolongée qui pourrait avoir des conséquences sur la campagne électorale française. Le président français a échangé pendant plus d'une heure et demie avec Poutine ce vendredi. Cet appel faisait suite à des échanges en début de semaine avec l'Américain Joe Biden ou encore avec l'Allemand Olaf. L'Ukraine prend de plus en plus de temps dans l'agenda du président Macron, au point de retarder l'entrée en campagne du candidat Macron, analyse un journaliste au service politique. Cela ne change rien sur le calendrier balayeton dans son entourage, même si d'autres sources mettent en garde face à la difficulté de jongler entre des déplacements de campagne et la gestion d'une crise internationale, d'autant qu'elle s'ajoute à celle du Covid-19. Un chef d'État à la manœuvre face à des candidats qui doivent clarifier leur position vis-à-vis de Poutine, Zemmour, Le Pen, ceux qui sont conciliants avec les chefs, pourraient être affaiblis par une offensive russe et préféreront dénoncer l'échec de l'Union européenne et celui de la politique russe d'Emmanuel Macron, alliant dialogue et fermeté. Le verdict est attendu dans l'affaire du meurtre de la Suédoise Zeida Katala et de l'Américain Michel Sharp, expert des Nations Unies tué au Kasaï central le 12 mars 2017. 54 personnes sont poursuivies, dont 32 aux arrêts et 22 en fuite dans ce procès qui a commencé depuis juin 2017. Et c'était réquisitoire très sévère contre les membres de la milice Kamuna Sapu qui a été demandé par le ministère public. Le ministère public n'a pas fait dans les détails pour le général. 51 prévenus doivent être condamnés à la peine de mort, parmi eux un colonel Jean de Dieu poursuivi pour association de malfaiteurs, violation des consignes et détournement d'objets saisis. Selon le ministère public, le colonel a fourni aux insurgés des camionnats, des munitions de chasse. Ces dernières ont été prélevées lors des saisies par les services de sécurité. Le verdict de la Cour militaire supérieure de l'ex-Kasaï occidental doit être prononcé dans la journée à Kanaga. Le président turc a limogé ce samedi le chef de l'Agence nationale des statistiques.
Il était critiqué depuis la publication début janvier des données qui placent le taux d'inflation annuel à son plus haut niveau en 19 ans. Ce taux est record met le chef de l'État turc dans une position difficile à 1 an et demi des prochaines élections. Le départ du chef de l'Agence nationale des statistiques ne surprend personne en Turquie. Le chef se savait sur la sellette depuis le début de l'année. Depuis que son agence a publié les taux d'inflation officiels, 36% sur 1 an, un taux record depuis 2002 et l'arrivée au pouvoir du parti des RCP. Conscient des dommages causés par l'inflation sur sa popularité, le président a promis début janvier de ramener l'inflation à un chiffre le plus vite possible. Il y a quelques jours, le ministre des Finances, lui-même nommé il y a quelques mois, admettait pourtant que l'inflation se maintiendrait pendant un certain temps autour de 40%. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Nyata TV.